quel est l'intérêt de ces marches nocturnes? Pourquoi tu as décidé de faire ça? C'est venu avec une longue marche que j'ai pu entreprendre en 2005, où je suis parti à pied de ma ville natale de Gand pour aller jusqu'à Jérusalem. Pour y arriver, il faut traverser beaucoup d'obstacles. Et le premier obstacle, c'est la peur. La peur de l'inconnu et la peur aussi des personnes que tu vas rencontrer, que tu ne connais pas et qui sont souvent, ils font partie d'autres religions, des religions qui sont connotées, ils font partie de peuplades dont on dit pas beaucoup de choses positives. Alors vous voyez, ce qui était quand même vachement étonnant, c'est qu'à chaque fois que je franchissais une frontière, on me mettait en garde pour le prochain pays. Par exemple, quand j'étais arrivé en Hongrie, que je racontais que j'allais traverser la Croatie, on me disait en Hongrie, mais vraiment fais attention en Croatie parce que c'est un pays qui craint. Alors je peux vous dire, quand j'étais arrivé en Croatie, que je racontais que j'allais traverser la Serbie, là on me prenait carrément pour un type avec un type suicidaire, quoi. Et j'étais perméable à la peur. Et quand tu es perméable à la peur, je peux te dire que tu es également perméable au danger. Donc je me sentais extrêmement vulnérable. D'accord. Alors la traversée de la nuit obscure, pour moi, c'est quoi? C'est la traversée de tes propres zones de résistance, la traversée de tes propres peurs, où au fur et à mesure que ces peurs, tu t'en défais, eh bien, tu rends compte qu'il y a un espace de liberté où tu peux accueillir l'autre dans sa différence sans devoir le juger pour te rassurer. Je ne parviens pas à haïr les hommes. Je cherche à comprendre et à disséquer les pires exactions. J'essaie toujours de retrouver la trace de l'homme dans sa nudité, sa fragilité, de cet homme bien souvent introuvable, enseveli parmi les ruines monstrueuses de ses actes absurdes. Je me suis vraiment questionné sur le comportement humain et c'est comme ça que tout naturellement j'ai abouti à l'Institut de neurosciences. Dans son journal, Etty nous parle de la barbarie poussée à un certain absolu et il paraît qu'on peut trouver la barbarie en chacun de nous au quotidien. Comment vous expliquez ça? J'explique pas, je m'observe moi-même. Je me souviens d'exemples où je me suis dit, mais oui, il y a en moi quelque chose de barbare. Alors, je partirai d'un petit exemple très simple, quotidien, pour aller vers les choses où j'étais impressionné par mon propre potentiel de barbarie. Et je me souviens, il n'y a pas très longtemps, j'avais le chat de ma fille dans mes bras, et en prenant ce petit animal inoffensif et démuni, je me rendais compte que, dans le fond, je pourrais l'étrangler avec une facilité qui me posait question. Puis j'ai un autre exemple, aussi proche d'un petit être vivant. Un jour, une de mes cousines, quand j'avais plus ou moins 20 ans, devait aller faire les courses au village. Elle me demande de m'occuper, de donner le bain à son fils Olivier, qui était un tout petit bébé. Moi, je n'avais jamais eu un bébé dans les mains. Et je me suis rendu compte que ce petit être vivant était là à ma merci et que je pouvais en faire ce que je voulais. Et je me souviens que ce jour-là, maître dit, mais Michel, tu as un pouvoir sur cet être vivant, où est-ce que ça va s'arrêter? Et puis j'ai une expérience assez étonnante 20 ans plus tard. Un jour, en hiver, je travaillais dans mon jardin, donc chez moi, près de Bruxelles. À un moment donné, j'entends quelqu'un qui crie, qui m'appelle, je reconnais la voix de mon voisin. J'entends qu'en fait, qu'il est tombé dans son puits d'eau, dans sa cuve d'eau, et qu'il est en train de se noyer. Et à ce moment-là, je comprenais bien que je devais l'aider, et pourtant, il m'est venu à l'esprit une image terrible qui était de me dire « Mais Michel, tu peux faire de cet homme ce que tu veux. » Donc soit je trouvais un moyen pour l'extraire du puits et pour le sauver, soit j'étais puissant et je le tuais. Et ces trois exemples illustrent des moments de ma vie où j'avais le pouvoir sur autrui. Quand je repense à la Seconde Guerre mondiale, quand je repense aux excès et à la barbarie, je me dis, est-ce que si moi j'étais acteur dans un régime totalitaire, qu'aurais-je fait avec le petit chat, avec le bébé, avec mon voisin, là où je devais servir mon maître et peut-être aller à l'extrême? Donc, je suis très modeste et très humble par rapport à tout cela et je me dis, Michel, sois attentif à la barbarie qui sommeille en toi. Voilà. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que le fait de nommer la chose, le fait d'en parler, me fait comprendre que je n'en ai pas vraiment peur et me rend libre par rapport à ces tendances que nous avons en nous. La barbarie, dans le cas des génocides, et notamment de la Shoah, n'est pas simplement le produit de quelques psychopathes, aussi dangereux soient-ils. Si l'on veut se donner les moyens de contrer la barbarie en profondeur, c'est-à-dire de l'éradiquer
de la condition humaine. Il faut accepter de comprendre ce qu'on pourrait appeler les racines collectives de la barbarie. Si l'on prend les canons de la science économique aujourd'hui, on doit dire, et il faut reconnaître, que l'organisation totalitaire, celle en particulier qui a sévi à Auschwitz, qui a autorisé la Shoah, est une organisation quasiment optimale. C'est une organisation en particulier qui fait appel à l'intelligence des hommes, qui fait appel à la raison humaine. Elle est fondée sur le calcul, sur la division du travail, sur la préméditation ou la planification, c'est-à-dire tous les outils dont nous disposons et que nous utilisons encore aujourd'hui pour faire tourner le monde, même de manière inégalitaire. Cette organisation industrielle, dans le cas de la Shoah, elle a fonctionné comme un voile. C'est-à-dire que, tout en étant éminemment moderne, elle a permis à ceux qui y participaient de ne pas s'interroger sur les finalités de leur action. De faire en sorte qu'ils soient aussi efficaces en vendant des chaussettes qu'en tuant de manière massive les Juifs d'Europe. Et du même coup, on comprend que l'organisation industrielle, ce caractère éminemment moderne d'Auschwitz, a permis de suspendre le jugement moral de tous ceux qui y participaient et de faire en sorte qu'ils puissent se protéger derrière un argument d'efficacité ou de modernité pour commettre ce qui encore aujourd'hui reste la plus grande barbarie que les hommes se sont destinés à eux-mêmes.